3 dialogues, une seule destinée. Un discours de motivation, Mavmak pour la paix, la souveraineté et l'unité nationale en République démocratique du Congo. Mes chers frères et sœurs, Congolaises et Congolais vivant au pays et partout dans la diaspora, aujourd'hui, je ne vous parle pas seulement de politique. Je vous parle de la survie de notre nation. Je vous parle de la dignité de notre peuple. Je vous parle de l'avenir de nos enfants. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo souffre de la guerre, des déplacements de population, des massacres, des ingérences étrangères, des divisions politiques, de la corruption, de la pauvreté et de l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Des millions de citoyens congolais en ont payé le prix. Des mères ont enterré leurs enfants. Des enfants ont grandi dans des camps de déplacés et de réfugiés. Des communautés entières ont été détruites. Des femmes ont subi des violences indicibles. Des soldats sont morts en défendant la patrie. Des familles ont été séparées. Et toute une nation pose encore et encore la même question. Quand la paix viendra-t-elle enfin au Congo ? Mes frères et sœurs, la paix ne viendra pas uniquement par des slogans. La paix ne viendra pas uniquement par des cérémonies diplomatiques. La paix ne viendra pas uniquement par des discours politiques. La paix viendra lorsque nous aurons le courage d'identifier toutes les dimensions de la crise et de les affronter avec sagesse, discipline, unité et détermination. La crise de la République démocratique du Congo comporte 3 grandes dimensions. Elle exige donc 3 dialogues distincts, mais étroitement liés. Il faut un dialogue avec le Rwanda aux États-Unis, un dialogue avec l'AFC/M 23 au Qatar, et enfin un dialogue national et inclusif entre Congolais à Kinshasa. Trois dialogues. 3 tables de négociations différentes, mais une seule destinée nationale, la souveraineté, la paix, l'unité et la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le premier dialogue, la RDC et le Rwanda. Le premier dialogue doit réunir 2 États souverains, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ce dialogue peut être facilité par les États-Unis et soutenu par des partenaires régionaux et internationaux. Mais soyons clairs. Il ne s'agit pas d'un simple différend d'ordinaire entre 2 voisins. Ce dialogue concerne la souveraineté de notre nation. Il concerne la sécurité de nos frontières. Il concerne la présence de forces étrangères et de mouvements armés soutenus de l'extérieur sur le territoire congolais. Il concerne le sang des citoyens congolais. Selon la position de l'État congolais, le Rwanda n'est pas un simple observateur neutre de la guerre dans l'Est du Congo. Le gouvernement congolais et plusieurs enquêtes internationales ont accusé le Rwanda de soutenir et de diriger l'AFC/M23. De son côté, le Rwanda présente ses propres préoccupations sécuritaires, notamment au sujet de la présence des FDLR et d'autres groupes armés opérant à partir du territoire congolais. Ces accusations et contre-accusations doivent être examinées directement. Mais elles doivent l'être sans sacrifier la vérité, sans sacrifier la justice, et surtout sans sacrifier l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le message de la nation congolaise doit être clair. Nos frontières ne sont pas négociables. Notre souveraineté n'est pas négociable. Nos ressources naturelles ne sont pas négociables.
La dignité et la sécurité du peuple congolais ne sont pas négociables. Dialoguer ne signifie pas se rendre. Faire de la diplomatie ne signifie pas être faible. Négocier ne signifie pas qu'une nation agressée doit abandonner ses droits. La vraie diplomatie consiste à défendre les intérêts nationaux tout en évitant de prolonger inutilement les souffrances de la population. Le dialogue entre la RDC et le Rwanda doit produire des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Il doit traiter du retrait des forces étrangères du territoire congolais. Il doit mettre fin à tout soutien militaire, financier, politique et logistique aux groupes armés. Il doit établir des mécanismes crédibles permettant de vérifier chaque engagement. Il doit examiner les préoccupations sécuritaires soulevées par les deux pays sans permettre que ces préoccupations deviennent des prétextes pour violer la souveraineté congolaise. Il doit s'attaquer à l'exploitation illégale et au trafic des minerais congolais. Il doit permettre aux populations déplacées de rentrer chez elles en toute sécurité. Il doit rétablir l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national et il doit prévoir des conséquences lorsque les accords sont violés. Car le peuple congolais a vu trop d'accords signés avec de beaux stylos, puis violés avec des armes meurtrières. Nous avons vu des promesses sans mise en œuvre, nous avons vu des poignées de main sans paix. Nous avons vu des photographies diplomatiques pendant que des Congolais continuèrent de mourir. Cela doit changer. Chaque accord doit comporter un calendrier précis, chaque engagement doit désigner une partie responsable, chaque violation doit être documentée, chaque mécanisme doit être surveillé et chaque manquement doit entraîner des conséquences. Le but du dialogue n'est pas d'embellir la crise, le but du dialogue est d'y mettre fin. Le deuxième dialogue, le gouvernement congolais et l'AFC/M23. Le deuxième dialogue concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23. Ce dialogue est facilité au Qatar. Il est différent du dialogue avec le Rwanda. Le dialogue de Washington est principalement un processus d'État à État. Le dialogue au Qatar traite de la confrontation armée directe entre l'État congolais et une rébellion opérant sur le territoire national. Ce dialogue doit poursuivre un objectif humanitaire immédiat, faire cesser les combats, protéger les civils, ouvrir des corridors humanitaires, permettre aux personnes déplacées de recevoir de la nourriture, des médicaments, un abri et une protection, empêcher l'occupation de nouveaux territoires et créer les conditions d'une paix durable. Mais nous devons également dire la vérité. La négociation ne doit jamais devenir une récompense accordée à la violence. Prendre les armes ne doit pas devenir le chemin le plus rapide vers le pouvoir politique. Occuper des villes ne doit pas devenir une méthode pour obtenir des postes au gouvernement. Tuer des civils ne doit pas devenir une stratégie de négociation. La République ne peut pas enseigner aux générations futures que ceux qui respectent la loi sont ignorés, tandis que ceux qui prennent les armes sont récompensés. Cela ne créerait pas la paix, cela préparerait la prochaine rébellion. Le dialogue avec l'AFC/M23 doit donc établir une voie claire permettant de sortir de la violence. Les armes doivent se taire, les territoires occupés doivent revenir sous l'autorité de l'État congolais. Les administrations parallèles doivent être démantelées, les combattants doivent être identifiés individuellement. Ceux qui peuvent être réintégrés doivent passer par des procédures transparentes, rigoureuses et conformes à la loi. Ceux qui sont responsables de crimes graves doivent répondre devant la justice. Les victimes doivent être reconnues, les communautés doivent être protégées. Les familles déplacées doivent pouvoir rentrer en toute sécurité. Et les revendications politiques légitimes doivent être examinées par les institutions constitutionnelles et démocratiques. Nous devons comprendre un principe essentiel.
Le dialogue n'est pas l'impunité. La paix n'est pas l'oubli. La réconciliation n'est pas la destruction de la justice. Sans justice, la paix ne devient qu'un silence temporaire entre deux guerres. La nation congolaise a besoin de plus qu'un cessez-le-feu. Nous devons mettre fin au cycle dans lequel des groupes armés se forment, des territoires sont occupés, des négociations commencent, des combattants sont intégrés, les promesses sont rompues et la guerre recommence. Ce cycle doit prendre fin. L'armée nationale ne peut pas devenir une collection d'anciennes rébellions fidèles à différents commandants, mouvements politiques, intérêts ethniques ou puissances étrangères. Les forces armées de la République démocratique du Congo doivent devenir une seule armée professionnelle, disciplinée, patriotique et véritablement nationale. Une armée loyale à la Constitution, une armée loyale à la République, une armée loyale au peuple congolais, pas une armée divisée par des allégeances cachées, pas une armée infiltrée par des intérêts étrangers, pas une armée affaiblie par la corruption et les manipulations politiques. Un Congo fort a besoin d'une armée nationale forte. Mais une armée forte n'est pas seulement une armée qui possède des armes. C'est une armée dont les soldats sont bien formés, correctement payés, correctement équipés, correctement logés, correctement commandés et respectés par la nation qu'ils défendent. Le troisième dialogue, les Congolais avec les Congolais. Le troisième dialogue sera peut-être le plus difficile, mais il pourrait aussi être le plus important. C'est le dialogue qui doit avoir lieu entre les Congolais eux-mêmes. Le gouvernement et l'opposition, la majorité et la minorité, la société civile et les organisations religieuses, les autorités traditionnelles et les intellectuels, les femmes et les jeunes, les communautés touchées par la guerre, les citoyens congolais vivant à l'intérieur du pays et les citoyens congolais vivant dans la diaspora. Ce dialogue national et inclusif doit se tenir à Kinshasa, sur le sol congolais et sous une direction congolaise. Pourquoi ce dialogue est-il nécessaire ? Parce que l'agression étrangère est réelle, mais nos faiblesses internes le sont également. Nous ne pouvons pas rendre les étrangers responsables de toutes les défaillances de nos institutions. Nous ne pouvons pas accuser le Rwanda de la corruption dans chaque bureau de l'administration publique. Nous ne pouvons pas accuser les groupes armés de chaque salaire détourné. Nous ne pouvons pas rendre la communauté internationale responsable de chaque route détruite, de chaque hôpital abandonné, de chaque soldat impayé, de chaque élection manipulée ou de chaque acte de discrimination tribale. Certains problèmes viennent de l'extérieur de notre maison, mais d'autres problèmes se trouvent à l'intérieur de notre maison. Et une nation responsable doit avoir le courage d'affronter les deux. Ce dialogue national doit examiner deux sujets principaux. Premier sujet national, une position commune sur l'agression. Le premier sujet doit être l'unité nationale face à la menace extérieure. Le gouvernement, l'opposition, la société civile, les responsables religieux, les jeunes, les femmes, les intellectuels et la diaspora peuvent être en désaccord sur de nombreuses questions politiques. Cela est normal dans une démocratie. Mais il existe des sujets sur lesquels la nation doit parler d'une seule voix. La souveraineté de la République démocratique du Congo doit être l'un de ces sujets. Nous pouvons être en désaccord sur les élections. Nous pouvons être en désaccord sur les politiques gouvernementales. Nous pouvons être en désaccord sur les programmes économiques. Nous pouvons être en désaccord sur les personnalités politiques.
Mais nous ne devons jamais être en désaccord sur le droit de notre nation à exister à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous ne devons jamais permettre que les intérêts des partis politiques deviennent plus importants que la République. Nous ne devons jamais permettre que le désir de conquérir le pouvoir pousse des Congolais à conclure des alliances mettant la patrie en danger. Aucun dirigeant politique congolais ne doit chercher à accéder au pouvoir grâce au soutien militaire d'un gouvernement étranger. Aucun mouvement congolais ne doit inviter une armée étrangère sur notre territoire national. Aucun citoyen congolais ne doit célébrer l'occupation d'une ville congolaise simplement parce qu'il s'oppose au gouvernement. Les gouvernements passent, les présidents passent, les partis politiques montent et descendent. Mais le Congo doit demeurer. La nation est plus grande que chaque individu. Le drapeau est plus grand que chaque parti politique. La République est plus grande que chaque gouvernement. Le dialogue national doit donc produire une déclaration solennelle. Quelles que soient nos divergences politiques, nous nous tenons ensemble pour défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale, la sécurité et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous devons reconnaître que la crise sécuritaire dans l'est du Congo ne peut être séparée du rôle et de l'influence documentée du Rwanda. En même temps, notre position nationale doit reposer sur des faits, des enquêtes crédibles, le droit international et des preuves vérifiables. Notre dossier doit être solide, non seulement parce que nous parlons fort, mais parce que nous parlons avec vérité. Nous devons documenter chaque violation. Nous devons renforcer notre diplomatie, nous devons utiliser les juridictions et les institutions internationales. Nous devons bâtir des alliances stratégiques. Nous devons professionnaliser notre communication, nous devons présenter un message national cohérent à l'Afrique et au monde. Le Congo ne doit plus parler avec 10 voix contradictoires pendant que ceux qui le menacent parlent selon une seule stratégie coordonnée. L'unité nationale ne signifie pas le silence politique. Elle signifie que la compétition politique ne doit jamais détruire la défense de la patrie. Deuxième sujet national, mettre de l'ordre dans notre propre maison. Le deuxième sujet du dialogue national doit porter sur nos problèmes internes. Nous devons nous regarder dans le miroir national, nous devons poser des questions difficiles. Pourquoi un pays aussi riche est-il resté aussi pauvre? Pourquoi nos institutions sont-elles demeurées aussi faibles? Pourquoi nos soldats ont-ils parfois manqué de nourriture, d'uniformes, d'équipements et de salaires, alors que certains responsables vivent dans le luxe? Pourquoi les communautés minières sont-elles restées sous-développées pendant que des minerais valant des milliards quittent leurs terres? Pourquoi le tribalisme et le régionalisme continuent-ils de diviser les citoyens d'une même nation? Pourquoi l'accès à la justice dépend-il trop souvent de l'argent, des relations politiques ou du statut social? Pourquoi tant de jeunes Congolais ne voient-ils aucun avenir dans leur propre pays? Pourquoi les membres qualifiés de la diaspora rencontrent-ils tant d'obstacles lorsqu'ils souhaitent contribuer au développement national? Pourquoi attendons-nous continuellement que des étrangers organisent, financent ou valident nos solutions nationales? Ces questions sont douloureuses, mais elles sont nécessaires. Une nation qui refuse de diagnostiquer sa maladie ne peut pas trouver le traitement approprié. Le dialogue national ne doit pas avoir pour objectif de distribuer des postes au gouvernement. Il ne doit pas devenir une rencontre de politiciens négociant des avantages personnels. Il ne doit pas devenir une nouvelle conférence où l'on prononce des discours, où l'on dépense de l'argent et où la population ne reçoit rien. Le dialogue doit produire un pacte national de réforme contraignant. Un programme clair comportant des délais, des responsabilités et des résultats mesurables. Le dialogue national doit traiter de la crédibilité électorale, il doit renforcer l'indépendance de la justice, il doit protéger la liberté d'expression et l'activité politique pacifique.
Il doit consolider les institutions constitutionnelles. Il doit professionnaliser l'armée nationale et la police. Il doit combattre la corruption. Il doit réformer la gestion des ressources naturelles. Il doit faire progresser la décentralisation. Il doit combattre le tribalisme et les discours de haine. Il doit améliorer l'éducation nationale. Il doit créer des possibilités pour la jeunesse. Il doit associer pleinement la diaspora au développement national. Et il doit garantir justice et réparation aux communautés dévastées par la guerre. Le dialogue doit également définir ce qui ne peut pas être négocié. L'ordre constitutionnel ne peut pas être détruit par la force, l'intégrité du territoire national ne peut pas être compromise. Les crimes graves ne peuvent pas simplement être oubliés. La République ne peut pas être divisée en zones privées de contrôle militaire, politique, tribal ou économique. Le Congo appartient à tous les Congolais, pas seulement à ceux qui sont au pouvoir, pas seulement à ceux qui sont dans l'opposition, pas seulement à ceux qui portent des armes, pas seulement à ceux qui possèdent la richesse, pas seulement à ceux qui appartiennent à une province, à une communauté ethnique ou à une famille politique particulière. Le Congo appartient à l'enfant de Goma, à la mère de Bukavu, aux cultivateurs du Kasaï, aux mineurs de Kolwezi, aux pêcheurs du fleuve Congo, à l'étudiant de Kisangani, aux commerçants de Kinshasa, aux travailleurs de Matadi, à la famille de Lubumbashi et aux citoyens congolais vivant en Europe, en Afrique, au Canada ou aux États-Unis qui portent toujours la nation dans son cœur. Trois dialogues, mais une seule stratégie nationale. Mes frères et sœurs, ces trois dialogues ne doivent pas se faire concurrence, ils doivent se compléter. Washington doit traiter de la dimension extérieure et régionale. Le Qatar doit traiter du conflit armé et de la crise sécuritaire immédiate. Kinshasa doit traiter de l'unité nationale, de la gouvernance, de la faiblesse institutionnelle et de la réconciliation entre Congolais. Aucun de ces processus ne peut remplacer les autres. Nous ne pouvons pas parvenir à une paix durable avec le Rwanda tout en ignorant l'AFC/M23. Nous ne pouvons pas conclure un accord avec l'AFC/M23 tout en ignorant le rôle du Rwanda. Et nous ne pouvons pas accuser le Rwanda et l'AFC/M23 de tout en refusant de réformer notre propre pays. L'agression extérieure et la faiblesse intérieure se renforcent souvent mutuellement. Les puissances étrangères exploitent nos divisions. Les groupes armés exploitent la faiblesse de nos institutions. Les réseaux corrompus exploitent l'insécurité. Les responsables politiques exploitent la peur. Et les citoyens ordinaires en paient le prix. Notre réponse doit donc être globale. Nous devons devenir forts diplomatiquement, forts militairement, forts institutionnellement, forts économiquement et forts moralement. Une nation n'est pas protégée uniquement par ses frontières. Elle est protégée par l'unité de son peuple. Elle est protégée par la crédibilité de ses institutions, elle est protégée par la discipline de son armée, elle est protégée par l'honnêteté de ses dirigeants, elle est protégée par l'éducation de sa jeunesse, elle est protégée par la justice, elle est protégée par une population qui refuse de vendre l'intérêt national pour de l'argent, du pouvoir, l'appartenance ethnique ou l'ambition personnelle. Un message au gouvernement, à ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo. Le peuple attend du leadership. Pas des excuses, il attend la vérité. Pas de la propagande, il attend des résultats. Pas des promesses sans fin. Défendre la souveraineté du pays exige également de bien gouverner le pays. On ne peut pas réclamer l'unité nationale tout en réduisant inutilement au silence les voix de l'opposition.
Le patriotisme ne peut pas servir à dissimuler la corruption ou l'incompétence. Le gouvernement doit créer les conditions permettant à tous les Congolais pacifiques de contribuer à la nation. Diriger, c'est écouter même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Diriger, c'est corriger ses erreurs. Diriger, c'est placer l'intérêt national au-dessus de sa propre survie politique. L'histoire ne jugera pas les dirigeants uniquement d'après les discours qu'ils auront prononcés. L'histoire les jugera d'après la nation qu'ils auront laissée derrière eux. Un message à l'opposition congolaise. S'opposer à un gouvernement est légitime. S'opposer à la République ne l'est pas. Critiquer les dirigeants est nécessaire dans une démocratie. Mais affaiblir la nation pendant une guerre peut avoir des conséquences irréversibles. L'opposition doit rester patriotique, responsable et attachée aux méthodes constitutionnelles. L'ambition politique ne doit jamais ouvrir la porte à l'ingérence étrangère. Aucune victoire politique ne vaut la destruction de la patrie. Il y aura toujours une autre élection. Mais il n'y aura peut-être pas toujours un autre Congo si les dirigeants nationaux continuent de placer leurs ambitions personnelles au-dessus de la survie de la nation. Un message à la diaspora congolaise. Votre nation a besoin de plus que de votre argent. Elle a besoin de vos connaissances, de votre expérience, de vos réseaux professionnels, de votre technologie, de vos investissements, de votre plaidoyer international, de votre discipline et de vos idées. Mais la diaspora doit également dépasser les divisions, les insultes et les guerres politiques sur les réseaux sociaux. Nous devons devenir des bâtisseurs. Nous devons devenir des investisseurs, nous devons devenir des chercheurs, nous devons devenir des diplomates au service de notre nation. Nous devons créer des entreprises. Soutenir l'éducation, transférer la technologie, former les jeunes et contribuer à bâtir des institutions capables de survivre aux administrations politiques. Le Congo ne peut pas se développer en rejetant les compétences de millions de ses fils et de ses filles vivant à l'étranger. Et la diaspora ne peut pas aider efficacement le Congo tout en restant déconnectée des réalités des populations vivant à l'intérieur du pays. Nous avons besoin d'un partenariat, pas d'un sentiment de supériorité, du service, pas de la recherche de gloire personnelle. Un message à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas seulement l'avenir, vous êtes le présent. Ne permettez pas aux responsables politiques de vous utiliser comme instrument de violence. Ne permettez pas au tribalisme d'empoisonner votre esprit. Ne permettez pas à la pauvreté de vous convaincre que vous n'avez aucune valeur. Ne permettez pas aux manipulations sur les réseaux sociaux de vous dresser contre vos propres frères et sœurs. Formez-vous, organisez-vous, créez des entreprises, apprenez la technologie, étudiez l'histoire, comprenez la géopolitique, exigez des comptes, servez vos communautés et préparez-vous à diriger avec plus d'intégrité que les générations qui vous ont précédé. Le Congo n'a pas seulement besoin de jeunes en colère, il a besoin de jeunes préparés, de jeunes disciplinés, de jeunes compétents, de jeunes patriotes et de jeunes courageux qui refuseront de répéter les mêmes erreurs. Un message aux forces armées, aux hommes et aux femmes des forces armées de la République démocratique du Congo. La nation honore votre sacrifice. Beaucoup d'entre vous défendent le pays dans des conditions extrêmement difficiles. Vous vous tenez entre la population et les forces qui cherchent à occuper, terroriser et exploiter le territoire congolais. Mais l'armée doit rester républicaine. Elle doit protéger tous les citoyens, elle doit respecter la discipline, elle doit rejeter le tribalisme, elle doit rejeter la corruption, elle doit rejeter l'infiltration, elle doit rejeter les manipulations politiques.
Un soldat de la République n'appartient pas à un parti politique. Un soldat appartient à la nation. Le peuple congolais doit soutenir son armée. Mais le gouvernement doit également respecter l'armée en garantissant des salaires appropriés, une formation adéquate, des équipements, des soins de santé, des logements et un commandement responsable. Une nation qui néglige ses soldats affaiblit sa propre souveraineté. Le Congo que nous devons bâtir. Mes frères et sœurs, le Congo que nous recherchons n'est pas impossible. Nous pouvons bâtir un Congo où les frontières sont respectées. Un Congo où les minerais profitent à la population. Un Congo où l'armée protège les citoyens. Un Congo où les élections sont crédibles. Un Congo où l'opposition n'est pas traitée comme un ennemi. Un Congo où les désaccords politiques ne se transforment pas en rébellions armées, un Congo où l'appartenance ethnique ne détermine pas la valeur d'une personne. Un Congo où les jeunes trouvent des possibilités d'avenir. Un Congo où les femmes sont protégées et autonomisées. Un Congo où la justice est plus forte que l'argent. Un Congo où la diaspora peut revenir, investir et servir. Un Congo qui coopère avec ses voisins sans abandonner sa souveraineté. Un Congo qui parle avec fermeté mais agit aussi avec sagesse. Un Congo respecté en Afrique et dans le monde entier. Ce Congo ne sera pas bâti par un seul président, il ne sera pas bâti par un seul parti politique, il ne sera pas bâti par une seule province, il ne sera pas bâti uniquement par le gouvernement, il ne sera pas bâti uniquement par l'opposition, il ne sera pas bâti uniquement par la diaspora. Il sera bâti par une génération nationale qui décidera que le cycle de la trahison, de la corruption, de la division et de la guerre doit prendre fin. Notre appel final aujourd'hui, l'appel de Mavemac Motivation est simple. Que le dialogue aux États-Unis défende notre souveraineté. Que le dialogue au Qatar fasse taire les armes et rétablisse l'autorité de l'État. Que le dialogue national à Kinshasa réconcilie les Congolais et réforme nos institutions. Que chaque dialogue ait des objectifs clairs. Que chaque accord comporte un calendrier, que chaque engagement soit vérifié, que chaque crime fasse l'objet d'une enquête, que chaque victime soit honorée et gardée en mémoire, que chaque responsable politique place la nation au-dessus de son ambition personnelle, et que chaque citoyen congolais comprenne que la paix n'est pas seulement la responsabilité des présidents, des soldats, des diplomates ou des organisations internationales. La paix est aussi notre responsabilité. L'unité est notre responsabilité. La vérité est notre responsabilité. La justice est notre responsabilité. La protection du Congo est notre responsabilité collective. Nous devons rejeter le faux choix entre nous défendre contre l'agression étrangère et réformer notre propre pays. Nous devons faire les deux. Nous devons défendre les frontières et nous devons réparer la maison. Nous devons dénoncer les ingérences extérieures. Et nous devons combattre la corruption intérieure. Nous devons négocier pour la paix et nous devons nous préparer à défendre cette paix. Nous devons poursuivre la réconciliation et nous devons faire respecter la justice. Le moment est venu d'établir une nouvelle alliance nationale. Une alliance entre l'État et le peuple, entre le gouvernement et l'opposition, entre la patrie et la diaspora, entre la génération présente et les générations à venir. Une alliance qui proclame « Plus jamais nos divisions ne deviendront des armes dirigées contre notre nation. Plus jamais nos ressources ne financeront notre propre destruction. Plus jamais l'ambition politique ne sera placée au-dessus de la survie de la République. Plus jamais la souffrance de l'Est du Congo ne sera considérée comme un problème lointain. »
Goma, c'est le Congo. Bukavu, c'est le Congo. Bunia, c'est le Congo. Beni, c'est le Congo. Uvira, c'est le Congo. Kinshasa, c'est le Congo. Chaque province, c'est le Congo. Chaque vie congolaise a la même valeur. Mes frères et sœurs, l'ennemi peut exploiter nos divisions, mais l'unité peut vaincre cette stratégie. Des institutions faibles ont peut-être exposé notre vulnérabilité, mais les réformes peuvent nous fortifier. Des décennies de guerre nous ont peut-être blessés, mais elles n'ont pas détruit l'esprit congolais. Le Congo est toujours debout, le Congo est toujours vivant, et le Congo peut encore se relever. Entrons dans ces 3 dialogues non pas comme un peuple vaincu qui supplie pour sa survie, mais comme une grande nation déterminée à recouvrer sa souveraineté, restaurer son unité et reconstruire son avenir. Trois dialogues, un seul peuple, une seule nation, une seule destinée, la République démocratique du Congo. Que Dieu protège le peuple congolais, que Dieu fortifie ceux qui défendent la justice et la paix, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congo, Telema. Congo, Sangana. Congo, Bongwana. Congo, Mata. Ici, Mavmak Motivation, là où nous ne nous contentons pas de décrire les problèmes de l'Afrique. Nous réveillons le courage nécessaire pour bâtir son avenir.